Valérie se tenait là, pieds nus parmi les fragments de céramique, la terre et les taches d'humidité, tenant dans la paume de sa main un paquet scellé sur lequel on voyait la date de naissance de sa fille. Le plastique était opaque de poussière et le ruban adhésif avait noirci sur les bords, mais à l'intérieur tout était précieusement conservé. Le fin bracelet de nouveau-né, la vieille étiquette de l'hôpital, un petit crucifix en argent sur un bout de fil rouge, une clé USB. Sur le bracelet figurait son nom de famille, le numéro de chambre, l'indication de fille, 3 kg, et pas un seul mot sur son décès. Il y a 17 ans, on lui avait dit autre chose. À l'époque, le médecin ne lui avait pas permis de voir le bébé. Hugues lui tenait la main et lui murmurait qu'il devait aller de l'avant. Plus tard, on l'informa de complications et d'une stérilité irréversible. Maintenant, tout cela gisait dans la terre à côté du pot cassé. Valérie espérait que son esprit trouverait une explication simple, une erreur, un paquet d'une autre personne, une blague cruelle, mais le crucifix, elle l'avait elle-même remis à la sage-femme avant l'accouchement. Une semaine auparavant, Hugues avait reçu une plante d'un coursier. La sonnette avait retenti le matin quand Valérie débarrassait la table après le petit déjeuner. Hugues était allé dans le vestibule irrité. Il devait partir en voyage d'affaires dans 2 jours. Livraison pour la famille Rivière, dit une voix masculine de l'autre côté de la porte. De la part de qui? Ce n'est pas indiqué. Valérie entendit le froissement du papier, un frottement sur les carreaux et une étrange pause. Puis, Hugues laissa échapper une malédiction à voix basse. Dans le vestibule se trouvait une grande plante aux feuilles larges et sombres. Le pot était en céramique, profond, avec un motif en relief sur le bord. Hugues tenait une petite note. Son visage s'était transformé, comme s'il venait de voir quelqu'un d'un passé funeste. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Valérie. Il sursauta, froissa le papier et le mit dans sa poche de pantalon. Rien. Le coursier a confondu le bon de livraison. C'est pour nous. Oui. De la part de qui? Je l'ai commandé. Je l'ai vu dans un magasin, j'ai aimé et j'ai demandé à ce qu'on la livre. Dans leur appartement de Lyon, les plantes ne duraient jamais. Son mari appelait les pots des accumulateurs de poussière. Maintenant tu aimes avoir une jungle à la maison. Pourquoi pas? Il sourit trop rapidement. La maison manque de vie. Hugues souleva le pot et le porta au salon. Il ne le plaça pas près de la grande fenêtre, mais dans un coin retiré près de la bibliothèque. Là, elle n'aura pas de lumière, fit remarquer sa femme. Pas besoin de la bouger. J'ai choisi l'emplacement. Ce jour-là, elle remarqua plusieurs fois qu'Hugues s'approchait de la plante et regardait la terre. Tu veux la transplanter, dit Valérie le soir. La terre est bizarre, il y a beaucoup de sable. Ne la touche pas, répondit-il brusquement. Puis il sourit. Désolé, c'est juste que je ne veux pas que tu te donnes du mal. Demain, tu as beaucoup de choses à faire et mon vol part après-demain. Tu ne t'es jamais soucié de mes plantes. Les gens changent. Valérie esquissa un demi-sourire, mais en son fort intérieur, le désarroi persistait. La nuit, elle se réveilla en entendant un léger clic. Une faible lumière filtrait sous la porte de la salle de bain. La voix de son mari semblait sourde. Plus tard, je ne peux pas maintenant. Elle pourrait se réveiller. Pause. Oui, j'ai compris ce qui est écrit. Je m'en occuperai moi-même à mon retour de voyage. Valérie se redressa sur un coude. Non, maman, ne viens pas. Je vérifierai tout moi-même. Il raccrocha avant que son épouse ne puisse feindre de dormir à nouveau. Elle se retourna. Depuis longtemps, Valérie gardait le silence lorsqu'elle pressentait d'avance le mensonge dans une réponse. Le lendemain, Hugues prépara sa valise. Avant de partir, il s'arrêta près de la plante. Il ne faut pas trop l'arroser. D'où te viennent toutes ces connaissances? Je l'ai lu sur Internet, dit-il en arrangeant le pot sur le support. L'important, c'est que tu ne la rempotes pas avant mon retour. On ne trouve plus de céramique comme celle-ci. Je m'en occuperai moi-même après. Hugues, ce n'est qu'une plante. Il se tourna trop rapidement. Pour toi, tout est simple jusqu'à ce que ça se casse, dit-il et il le regretta aussitôt.
À la porte, il lui donna un baiser sur la joue. Je t'appelle ce soir. Bon voyage. Le premier jour sans Hugues se déroula calmement. Le soir, son mari appela de l'hôtel, demanda des nouvelles de la facture d'électricité et des voisins. Puis, soudain, il prononça, « Et la plante, comment va-t-elle? Est-elle toujours à sa place? Où irait-elle? J'en sais rien, tu aimes tout déplacer. » Après l'appel, Valérie s'approcha du pot. La terre près des racines semblait un peu enfoncée, comme si quelqu'un avait creusé et pressé hâtivement les mottes de terre. Elle se pencha, mais ne remarqua rien d'inhabituel, seulement une fine marque sur la céramique ressemblant à une égratignure de couteau. Le matin du 3e jour, elle décida de nettoyer les vitres. La plante l'empêchait d'atteindre le coin. Valérie saisit le support, mais se rappela la demande d'Hugues et laissa tout tel quel. « C'est ridicule, dit-elle à voix haute. Avoir peur d'un pot dans mon propre salon. » Elle nettoya la première vitre, puis la seconde. Une trace humide resta sur le sol. Valérie recula d'un pas, glissa et effleura l'une des larges feuilles. Le support vacilla. Le lourd pot bascula sur le côté. Le choc fut sourd. La céramique se brisa en 1000 morceaux. La terre tomba en un bloc compact. Les racines furent mises à nu et les feuilles se renversèrent. Valérie étouffa un cri et recula vers le mur. « Mon Dieu, Hugues va me tuer, murmura-t-elle et elle s'en voulut aussitôt. Il ne la tuerait pas, mais il la regarderait comme si ce n'était pas un pot qui s'était cassé, mais un contrat très important. Valérie s'accroupit et commença à ramasser les fragments. Elle écarta la terre de sa main pour libérer les racines et remarqua un plastique épais à la base. Au début, elle pensa que c'était du polyéthylène du drainage. Elle tira dessus. Le paquet ne céda pas. Il était enterré profondément, presque sous le rhizome. Valérie prit un couteau de cuisine. Elle souleva délicatement la motte de terre et en extrait un paquet enveloppé d'un large ruban adhésif. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Elle n'osa pas couper l'enveloppe immédiatement. Tout lui traversa l'esprit. De l'argent, des bijoux volés, des documents d'Hugues. Le couteau glissa sur le ruban. La première chose qui tomba fut le bracelet. Valérie le souleva avec 2 doigts. La bande de plastique était rigide, jaunie, avec un sceau sombre. C'étaient les bracelets que l'on mettait aux nouveau-nés dans les hôpitaux. Sur le bracelet était écrit « Valérie Ortiz Navarro, chambre 6, fille, 3 kg ». En dessous de la date, l'étiquette glissa du paquet. Puis le crucifix, petit, en argent. Le même qu'elle avait acheté 2 mois avant l'accouchement dans un magasin d'articles religieux près de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Hugues avait ri à l'époque en disant que le bébé n'était pas encore né et qu'il avait déjà une protection pour toute la vie. Avant l'accouchement, elle avait remis le crucifix à Rosalie. La sage-femme lui avait dit que les règles interdisaient de mettre des objets externes immédiatement, mais elle l'avait quand même gardé dans la poche de sa blouse et le lui avait promis. Après l'annonce du décès du bébé, Valérie avait demandé des nouvelles du crucifix. L'infirmière lui avait répondu qu'elle ne savait rien. Hugues avait dit que dans un tel malheur, il était impossible de penser aux objets. Et maintenant le crucifix reposait dans sa paume. Valérie se traîna jusqu'au canapé, sortit la clé USB et regarda son ordinateur portable. Elle avait besoin de savoir, mais la peur lui restait bloquée dans la gorge comme un nœud sec. Elle inséra le dispositif. Le dossier s'ouvrit rapidement. Il y avait une seule vidéo. Elle cliqua sur le fichier. À l'écran apparut une femme âgée vêtue d'une veste d'intérieur. Derrière elle, on voyait une armoire à médicaments. Elle fixa la caméra pendant longtemps. Puis elle commença à parler. « Valérie, si vous regardez ceci, cela signifie que je suis arrivée à temps pour vous donner ce que j'aurais dû vous donner il y a de nombreuses années. Je m'appelle Rosalie Dubois. J'ai assisté à votre accouchement. Votre enfant n'est pas mort. Il est né faible, mais vivant. Cela a pris un peu de temps, mais il a finalement pleuré. Je l'ai tenu dans mes bras. Il portait le crucifix que vous m'aviez demandé de lui mettre. Ensuite, le bébé a été emmené dans un box isolé et on vous a dit qu'il n'avait pas pu le sauver. Le crucifix m'a été rendu.
L'enregistrement fut interrompu par une quinte de toux. La femme but une gorgée d'eau. L'ordre est venu du docteur Arnaud Delacroix. Le docteur Sophie Fournier était à ses côtés. Elle a préparé les papiers. Votre mari le savait, votre mère aussi. J'ai vu Amélie dans le couloir de service le matin. Elle parlait avec Delacroix. Puis Hugues apparut. On leur a donné une enveloppe. Je ne sais pas combien il y avait dedans. Mais après cela, ils ont noté autre chose dans le registre. Valérie ferma brusquement son ordinateur portable. Tout son monde antérieur se détacha de ses fondations. Elle ferma les yeux avec force, mais elle revit l'hôpital de Lyon avec autant de clarté que si elle était de nouveau allongée là. La lumière jaune de la lampe de chevet, la douleur au bas-ventre, le médecin à la porte, Hugues à ses côtés avec la main sur son épaule, la voix près de son oreille. Ne te torture pas, tu n'as pas à voir ça. Sa belle-mère près de la fenêtre, serrant un mouchoir contre ses lèvres. Puis l'injection, l'abîme, le matin. Où est-elle, murmura Valérie. Alors, ils l'ont déjà emmenée, répondit Hugues. C'est le protocole. Je veux lui dire au revoir. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Les médecins disent que tu ne peux pas te lever. Tu viens de subir une grave opération. Elle le crut. Hugues lui apportait alors du thé, dormait dans le fauteuil, éloignait les visiteurs. Valérie rouvrit son ordinateur portable. Rosalie continua. J'avais peur. J'ai honte de le dire, mais j'avais peur de perdre mon travail, mon appartement, tout. On nous a forcés à nous taire. Thérèse Martel a été menacée de poursuites pénales. Quelqu'un a reçu de l'argent, d'autres ont simplement eu peur. Et maintenant que je suis mourante, je comprends que le silence est aussi un crime. La femme leva le crucifix vers la caméra. Ceci était avec votre fille. Je l'ai gardé. Sur le bracelet, il n'y a pas de marque de décès car le premier bracelet a été enlevé avant l'échange. Ensuite, ils ont fait d'autres papiers. Cherchez Delacroix, cherchez Fournier, cherchez le nom Rivière. Je crois qu'ils ont appelé la petite Lucie. Je ne sais rien d'autre. Pardonnez-moi. Si vous le pouvez. Valérie arrêta l'enregistrement. Le nom la frappa avec force. Rivière. Lucie. Quelque part vivait une fille de 17 ans. Elle avait une vie que Valérie n'avait pas vue. Elle alla dans la chambre. Dans le tiroir supérieur de la commode se trouvait un vieux dossier. Il y avait les rapports de sortie, une copie du certificat, une échographie, une carte de vœux avec une cigogne. Valérie sortit les documents et les étala sur le lit. La date coïncidait, le numéro de chambre coïncidait, le nom du médecin dans un rapport était Fournier, la signature du chef de service en bas de la croix. Pendant 17 ans, ces noms étaient restés chez elle. Valérie prit le téléphone et faillit composer le numéro d'Hugues. Son doigt resta suspendu au-dessus du bouton d'appel. Elle désirait entendre sa voix, exiger une réponse, crier de telle sorte qu'il ne puisse plus faire semblant, mais la seconde d'après, elle le revit près de la plante le jour de la livraison, la note froissée dans sa poche et entendit ses paroles nocturnes. Oui, j'ai compris ce qui est écrit. Il le savait. Si elle lui disait maintenant qu'elle avait trouvé le paquet, Hugues aurait le temps de prévenir sa mère, Delacroix, Fournier, n'importe qui. Il aurait le temps de détruire ce qui restait. Peut-être irait-il jusqu'aux rivières. Jusqu'à Lucie. Valérie reposa lentement le téléphone sur le lit. Elle ne pouvait pas crier. Elle ne pouvait pas courir chez sa belle-mère. Elle ne pouvait même pas pleurer trop longtemps. La vérité gisait devant elle, aussi fragile qu'un nouveau-né qu'on pouvait de nouveau lui arracher. Elle retourna au salon, photographia le paquet, le bracelet, l'étiquette, le crucifix et la clé USB. Puis elle filma le pot cassé, les racines, la terre, le coin près de la bibliothèque. Ensuite, elle enveloppa sa trouvaille dans une serviette propre et la cacha dans une boîte à chaussures. Elle ramassa les fragments séparément, mit la plante avec les racines dans une bassine en plastique. Le soir, Hugues appela. Valérie regarda l'écran. Elle était terrifiée de répondre. Le silence lui semblait encore pire. Elle glissa son doigt sur l'écran.
Chérie, tu es à la maison? La voix de son mari était comme toujours, même affectueuse. À la maison. Que as-tu fait? Valérie regarda les traînées noires de terre sur le sol qu'elle n'avait pas eu le temps de nettoyer. Encore en train de nettoyer les vitres. Oui, ne te fatigue pas trop. Parfois tu oublies que tu n'as pas une santé de fer. Avant, Valérie aurait perçu de l'inquiétude. Maintenant, elle percevait du contrôle. Je m'en souviens. Tout va bien? Oui. Le silence se prolongea. La plante est toujours là, demanda Hugues. Valérie détourna le regard vers la bassine avec les racines. Les feuilles étaient flétries. L'une s'était cassée près de la base. Elle est toujours là. Au même endroit, dit-elle en fermant les yeux. Devant elle apparut la note qu'il avait froissée près de la porte. Près de la fenêtre, dit Valérie. Là, elle a plus de lumière. Un silence se fit à l'autre bout de la ligne. Je t'ai demandé de ne pas la déplacer, Hugues. Ce n'est qu'une plante. Il ne répondit pas immédiatement, puis parla d'une voix trop douce. Valérie, tu es fâchée. Valérie regardait le bracelet avec la date qui ne signifiait plus la mort. Je ne suis pas fâchée. Bien, j'espère arriver bientôt, mais si tu es parti pour 2 semaines, nous verrons comment les choses se passent. Peut-être que je reviendrai plus tôt. Elle comprit qu'il avait eu peur. Je t'attendrai, dit Valérie. Hugues lui dit au revoir le premier, brièvement, sans son habituelle bonne nuit. Quelques minutes plus tard, un message arriva. Envoie-moi une photo de la plante. Je veux voir comment elle est près de la fenêtre. Valérie lut la phrase 2 fois, puis leva lentement les yeux vers la céramique brisée près du mur et comprit qu'il ne lui restait presque plus de temps. Le message d'Hugues était affiché à l'écran comme un ordre. Valérie ne bougeait pas. Dans le salon, il y avait une odeur de terre humide, de chiffon mouillé et de céramique craquée. Dans la bassine en plastique reposait la plante aux racines nues. Si elle envoyait la photo maintenant, Hugues comprendrait tout. Si elle gardait le silence, il se douterait encore plus vite. Elle s'obligea à taper une réponse. Plus tard, je suis sortie faire des courses. Hugues répondit immédiatement. Quand tu reviens, sans faute. Valérie observa la brève phrase et le désarroi fit place pour la première fois à la colère. Pendant 17 ans, il avait vérifié l'état de sa douleur comme on vérifie une porte fermée à clé. Maintenant, il craignait que la serrure n'ait été forcée. Elle ne pouvait pas attendre jusqu'au matin. Elle lava le sol, ramassa chaque morceau de céramique, enveloppa la trouvaille dans la serviette et rangea tout dans un sac de voyage. Puis elle sortit le vieux dossier avec les rapports. Complications, stérilité, la signature du médecin. Hier, ces papiers semblaient le sceau du malheur. Maintenant, c'étaient les traces d'un crime. Valérie étala sur la table le bracelet, l'étiquette, le crucifix et la clé USB. Elle photographia avec son portable la date, le numéro de chambre, le nom de famille, le fil rouge et le creux entre les racines. Puis elle enregistra une courte vidéo. Aujourd'hui, après le départ du Grivière, j'ai cassé le pot avec la plante livrée par un coursier il y a quelques jours. Dans la terre, j'ai trouvé un paquet scellé. À l'intérieur, des objets liés à mon accouchement d'il y a 17 ans. Dans la cuisine, l'horloge marquait 20h30. Il lui fallait un nouveau pot avant l'aube. Hugues lui avait demandé une photographie. Sur l'image, il devait voir ce qui l'attendait. Au magasin ouvert 24h24, il n'avait pas le pot adéquat. La vendeuse, avec une plaque indiquant Léa, lui montra les restes de saison. Il y avait un récipient similaire d'une autre teinte. Le motif était plus simple, mais la hauteur correspondait. Je le prends et de la terre. Des gants aussi. Vous allez transplanter la nuit? Elle la regarda d'un air trop insistant. La plante est tombée, il faut la sauver. Elle rentra chez elle en une demi-heure. Valérie étala un vieux drap sur le sol. La plante s'avéra résistante. Les racines tenaient un bloc compact, comme si la plante résistait elle aussi. Elle la transféra dans le nouveau récipient, rempli de terre, tassa la surface et la tourna de manière à ce que sur la photo,
les différences se perdent dans les ombres. À 7 heures du matin, le salon avait presque le même aspect que d'habitude. Le sol était propre, la plante était près de la fenêtre. Hugues écrivit à 8h20, « Bonjour ». Valérie prit une photo de la plante de côté. Le motif était dans la pénombre. Elle envoya l'image et s'assit sur le canapé. « Bonjour. Voici ta plante. » Elle éteignit l'écran. Les tremblements ne l'envahirent qu'à ce moment-là. Pendant qu'elle avait été occupée, son corps avait tenu bon. Le téléphone vibra. Un émoticône avec un cœur et un souhait de bonne journée arriva. Valérie ne se permit pas de s'effondrer. Elle mit la clé USB, le crucifix, le bracelet et l'étiquette dans une boîte métallique à biscuits. Elle y cacha également une carte mémoire avec la copie de la vidéo et les photos imprimées. Elle enveloppa la boîte dans une écharpe et se rendit chez Inès Dubois, une vieille amie à elle. Inès avait un atelier de couture dans la cour d'un vieil immeuble du centre historique et ne posait pas de questions inutiles. « J'ai besoin de te laisser une boîte. Si je t'appelle et que je te dis, trouve-moi une fermeture éclair assortie pour la jupe, ne la donne qu'à l'avocat maître Arthur Leclerc. » Inès la regarda sévèrement. « Des problèmes avec ton mari et avec d'autres personnes ?» Elle rangea la boîte dans une armoire et prit les clés de sa voiture. Maître Arthur Leclerc travaillait près de la place Bellecour. Sa secrétaire lui dit qu'il avait un emploi du temps chargé jusqu'au soir, mais l'avocat entendit le nom Rivière et l'invita à entrer. Elle lui parla de l'accouchement, des complications, de la plante, de la note cachée, du pot cassé et de l'enregistrement de la sage-femme. Quand Rosalie prononça le nom Rivière, le stylo dans les doigts de Leclerc s'arrêta. « Comment ? Il y a une famille en ville avec ce nom, mais d'abord, terminons ce que nous avons déjà. » Il arrêta la vidéo et resta silencieux un long moment. « Valérie, l'enregistrement d'une personne ne suffit pas. Le bracelet et l'étiquette deviendront des preuves importantes si leur provenance est confirmée. Un test ADN secret est risqué, mais pour votre tranquillité personnelle, un laboratoire privé suffira. Pour un procès, il faudra une expertise judiciaire légale. Et si Hugues revient plus tôt, ne lui parlez pas du paquet, ne discutez pas par téléphone, gardez les preuves et cherchez la confirmation. » L'avocat rédigea une liste, copie, description de la découverte, reçu du nouveau pot, entreprise de messagerie, témoin de l'hôpital, vérification de la famille Rivière. Rosalie a mentionné Thérèse Martel, dit Valérie, l'infirmière. Nous commencerons par elle, mais ne la forcez pas. Un témoin effrayé est souvent plus préjudiciable qu'un témoin silencieux. L'adresse de Thérèse apparut dans l'après-midi et Leclerc, grâce à une ancienne employée de l'hôpital, obtint la rue et le numéro de l'immeuble. Valérie y alla seule. Elle avait besoin de voir le visage de la personne qui avait été proche de sa perte. Thérèse habitait au premier étage d'un immeuble de 5 étages. La porte ne s'ouvrit qu'à la limite de la chaîne de sécurité. « Que désirez-vous, Thérèse Martel ? » ? « C'est moi. » »« De quoi s'agit-il ? » ? Rosalie Dubois m'a remis un enregistrement. La chaîne tinta. Par l'entrebâillement apparut un visage étroit avec de profondes rides autour des lèvres. « Quel enregistrement ? » ? Sur un accouchement à l'hôpital Saint-Martin il y a 17 ans. Mon nom de famille est Ortiz, mariée à Rivière. La porte se referma. Valérie pensa que la femme avait eu peur et ne la laisserait pas entrer, mais quelques secondes plus tard, la chaîne fut retirée. Dans l'appartement, il y avait une odeur de médicaments et de ragoût. Thérèse s'effondra sur un tabouret, comme si ses jambes refusaient de la soutenir. Rosalie est morte. Oui, il semble que peu de temps avant l'envoi de la plante. Quelle plante ? Valérie sortit la photo du crucifix. L'infirmière se couvrit la bouche de sa main. Mon Dieu, vous vous en souvenez ? Je ne veux pas m'immiscer là-dedans. Ils ont emmené mon bébé vivante. Thérèse ferma les yeux avec force. Ne me posez pas la question ainsi. Comment d'autre devrais-je vous la poser ? De l'autre côté du mur, quelqu'un alluma la télévision. Cette vitalité étrangère semblait une moquerie. La petite a pleuré, dit finalement Thérèse, faiblement, mais elle a pleuré. Rosalie la tenait dans ses bras.
Ensuite, le docteur Fournier a ordonné d'emmener le bébé au box. Le matin, le registre contenait déjà la mention de décès. Je n'ai pas vu le corps. Devant moi, personne n'a été transféré à la morgue. Delacroix discutait avec Fournier à propos d'argent. J'ai entendu les mots « paiement » et « faux documents ». Ensuite, on m'a ordonné d'oublier cette nuit-là si je voulais continuer à travailler et ne pas avoir de problèmes légaux. Hugues était-il là le matin avec sa mère? Amélie parlait avec Delacroix. Votre mari était à côté. Puis ils sont tous sortis par la porte de secours. Pourriez-vous répéter cela officiellement? Thérèse recula. Ce n'est pas moi qui en ferai les frais. Vous n'avez pas reçu d'argent? Non. Je me suis noyée avec ça toute ma vie, mais je n'ai pas accepté d'argent. On m'a menacé de rejeter la faute de la mort du bébé sur l'équipe de garde. J'ai eu peur. Et la tâche de naissance? Thérèse la regarda droit dans les yeux. Près de la clavicule, à gauche, petite, allongée. Rosalie a même dit, elle sera comme celle de sa mère? À la porte, Thérèse ajouta à voix basse, si cela arrive devant les tribunaux, prévenez-moi avant. Je dois y penser. La vérité commence là où l'on a peur de signer. Dans la rue, Valérie s'assit sur un banc près de l'immeuble. Elle avait un enregistreur dans son sac, mais ne l'avait pas allumé en cachette. Un enregistrement caché pouvait lui fermer la voie à un témoignage officiel. Elle avait besoin d'un témoin vivant et prêt à parler. L'étape suivante était de chercher Lucie. Valérie tapa le nom et le prénom chez elle. Le soir, ses mains tremblaient plus que la nuit où elle avait cassé le pot. La recherche donna plusieurs pages. Lucie Rivière apparut dans le groupe de l'École supérieure des arts appliqués. Une photo d'une exposition, une légende sous un diplôme, cheveux foncés jusqu'aux épaules, une fine chaîne au cou. Valérie agrandit l'image. Près de la clavicule, on voyait une tache de naissance à gauche, petite, allongée, comme une virgule, la même que la sienne. Elle se couvrit le visage de ses mains et pour la première fois en 24 heures, se permit de pleurer. Pas longtemps. Puis elle s'obligea à rouvrir la page. Lucie avait 17 ans. Sur son profil, il y avait des photos d'un chat, des croquis au crayon, l'affiche d'une pièce de théâtre étudiante. Sur une photo, la jeune fille embrassait une femme étiquetée « Maman Nora ». Sur une autre, à ses côtés, apparaissait un homme grand, Gaëtan Rivière. Valérie regardait cette famille étrangère et essayait de les haïr. Elle ne put pas. La réponse de l'avocat Leclerc arriva le matin. Ne vous approchez pas de la jeune fille sans un plan. D'abord votre propre sécurité personnelle, puis les étapes légales. Comment obtenir cette sécurité? Il y avait un laboratoire, mais elle se souvenait que le matériel obtenu en cachette ne remplacerait pas une expertise officielle. Elle le comprenait, mais la peur ne la quittait pas. Valérie comprenait tout et pourtant elle se rendit à la faculté. Elle resta de l'autre côté de la rue près d'un kiosque avec un manteau gris et des lunettes de soleil. Les étudiants sortaient en groupe, riant, discutant des examens. Lucie apparut vers midi avec une amie. Valérie ne la reconnut ni par la tache de naissance, ni même par la photographie. Dans la démarche de la jeune fille, il y avait quelque chose d'hugué dans la façon dont elle tournait la tête, quelque chose d'elle-même dans sa jeunesse. Lucie et son amie arrivèrent dans un parc et s'assirent sur un banc. L'amie l'appela par son nom et se dirigea vers le kiosque pour acheter de l'eau. La jeune fille sortit son portable et laissa son sac ouvert sur le côté. Au-dessus, une brosse avec un manche vert dépassait. Valérie était à 10 pas. Elle pouvait partir, appeler l'avocat, demander la voie légale. Mais quelle voie légale avait une femme à qui il y a 17 ans, on n'avait même pas laissé dire au revoir à sa fille? Lucie éclata de rire au téléphone et se tourna vers le sentier. Valérie s'approcha comme si elle passait par là. Elle s'accroupit, faisant semblant d'ajuster sa lanière de chaussure et d'un mouvement rapide, attrapa la brosse. Le plastique lui égratigna la paume. La jeune fille ne remarqua rien. Une minute plus tard, Valérie marchait vers l'arrêt de bus sans sentir ses jambes. Dans son sac, elle portait les cheveux de sa fille possible ou d'une autre enfant ou la preuve qui ferait s'effondrer la vie de plusieurs personnes à la fois. Près de chez elle,
elle appela Martine Leroy d'un laboratoire privé au numéro que Leclerc lui avait fourni. Ils se rencontrèrent l'après-midi près de l'entrée de service. Martine était plus jeune que ce à quoi Valérie s'attendait. Elle parlait à voix basse et sans excès de compassion. Pour un tribunal, cela ne sert à rien. J'ai besoin de le savoir pour moi. Alors nous ferons une étude comparative anonyme, elle s'éclaircit la gorge, votre échantillon. Et le deuxième matériau de la brosse, combien de temps cela prendra-t-il? Quelques jours. On peut accélérer, mais le résultat n'en sera pas plus fiable. Valérie remit son matériel biologique, remplit les papiers sans utiliser de nom de famille réel et sortit dans la rue quand la nuit était tombée. Son téléphone restait silencieux. Hugues n'écrivait pas. Cela l'effrayait plus que les messages. Elle vécut 3 jours entre les sursauts des appels, de la plante et de l'œilleton de la porte. Le 4e jour, Martine appela. Valérie, venez, je ne parlerai pas au téléphone. Au laboratoire, il faisait froid. Martine posa une enveloppe devant elle. La probabilité de maternité biologique est très élevée. Valérie regardait la feuille, les lettres se brouillaient, mais le sens ne disparaissait pas. Lucie était sa fille. Elle n'était pas morte, elle n'avait pas disparu. Elle vivait dans cette même ville, marchait dans ces mêmes rues, achetait du café près de la faculté, appelait une autre femme maman. L'après-midi, Valérie se rendit en voiture chez les Rivières. Pas pour une rencontre, juste pour voir l'endroit où Lucie avait grandi. La maison s'avéra être un chalet de 2 étages, avec une lumière chaude aux fenêtres et un cerisier près du portail. Sur le porche se trouvait Nora, vêtue d'un gilet en maille et le téléphone à l'oreille. 1 minute plus tard, Lucie tourna au coin de la rue. Elle portait un dossier de dessin et un sac de nourriture pour chat. Nora s'avança, prit le sac et dit quelque chose. Soudain, Lucie se serra contre elle comme une enfant qui avait du mal à rester adulte. La mère adoptive la serra fort dans ses bras, naturellement, sans douter de son droit. Valérie était cachée derrière un arbre de l'autre côté de la rue et ne pouvait pas détourner le regard. Dans son sac, elle portait la feuille avec le résultat du test. Sur le papier, il était écrit que Lucie était sa fille, mais près du portail, une fille de chair et de sang s'accrochait à la femme qu'elle appelait maman. Valérie comprit que le pire était à venir quand Hugues lui envoya une photo de l'hôtel. Sur l'image apparaissait un billet d'avion avec la date de retour modifiée. Les affaires avancent vite. Je reviendrai peut-être plus tôt. Hugues revenait. Avant son arrivée, elle devait faire plus de choses que son courage ordinaire ne lui permettait. Valérie démarra la voiture et s'éloigna d'un pâté de maison. Près d'une pharmacie, elle tapa sa réponse. « Préviens-moi quand tu auras la date exacte. » Hugues répondit presque instantanément. « Je te le dirai demain. » Elle rangea son téléphone. Maintenant, la plante était devenue un piège. Son mari croyait qu'elle la retenait près de sa cachette. Il ne savait pas que la terre avait déjà tout révélé. Chez elle, Valérie n'alluma pas la lumière du vestibule, passa au salon, s'approcha du nouveau pot et toucha le bord de la céramique. Similaire, mais pas le même. Si Hugues y prêtait attention, il le remarquerait. S'il commençait à fouiller la terre, il comprendrait aussitôt. Elle prit plusieurs photos de la plante sous différents angles et en envoya une à son mari. Les feuilles se sont redressées. On voit que l'endroit lui convient. Elle passa la nuit blanche. Valérie lisait les rapports. Fournier, Delacroix, la date de l'accouchement et le crucifix à côté. Le matin, elle alla voir maître Arthur Leclerc. L'avocat l'a reçu sans préambule. Sur la table, il y avait un dossier rempli de marque-pages. « Nous avons le résultat » demanda-t-il. Valérie lui remit l'enveloppe. Il lut le document et retira ses lunettes. « Pour vous, c'est une réponse. Pour un tribunal. Pour l'instant, ce n'est qu'un indice. Je sais. À partir de maintenant, nous ne pouvons pas nous tromper. Pas de rencontre en tête-à-tête avec la jeune fille, pas de message. D'abord les adultes. Les Rivières. Oui. Le mieux est de commencer par le père. Gaëtan dirige un cabinet d'architecture.
Une conversation personnelle est admissible si vous ne menacez ni n'exigez rien. Je ne veux pas la leur enlever. Dites-leur dès le début et accrochez-vous à cette idée, même quand ça commencera à faire mal. Valérie hocha la tête. Et la plainte, je la prépare. Elle inclura la découverte, l'enregistrement de Rosalie, vos documents, le témoignage de Thérèse et la demande d'enquête sur la naissance, la prétendue mort, la remise du bébé et l'adoption de Lucie. Nous ne pouvons pas laisser Thérèse sans protection. La témoin devra témoigner officiellement, sinon, ils nous démoliront en affirmant que c'est une chaîne d'émotions sans preuve. Ne gardez pas les objets chez vous. Nous les remettrons par acte officiel. Arthur, si Lucie ne veut pas me voir, alors je devrais attendre. La vérité ne me donne pas le droit de plier la volonté des autres. Valérie sortit avec l'adresse du cabinet de Gaëtan et le sentiment que ce n'était pas le retour de sa fille qui l'attendait, mais la traversée d'un champ de mines. Gaëtan sortit du bâtiment vitré à 17h30, il parlait au téléphone et fit un geste au garde de sécurité. Valérie s'avança. Gaëtan. Il s'arrêta. Oui, nous nous connaissons. Non, je m'appelle Valérie Ortiz. J'ai besoin de vous parler de Lucie. Le visage de l'homme se referma immédiatement. Vous venez de l'école? Non. Alors, qui êtes-vous? Valérie sortit l'enveloppe avec les copies. Il y a 17 ans, à l'hôpital Saint-Martin, on m'a informé que ma fille était décédée. Maintenant, des preuves sont apparues selon lesquelles le bébé a été remis à une autre famille. Dans un enregistrement, on mentionne le nom Rivière. Il la regarda comme s'il ne comprenait pas sa langue. Qu'avez-vous dit? Je ne suis pas allé chercher Lucie. Je n'ai pas l'intention de lui parler sans vous, mais vous devez voir ça. Elle lui tendit la copie de l'étiquette et la photo du crucifix. Gaëtan prit les feuilles. Allons à la voiture, dit-il. Nous ne pouvons pas parler ici. Ils se rendirent au 4x4 garé dans la zone réservée. D'où tenez-vous cela? Valérie lui raconta tout. La plante, la note, le pot, la clé USB, le crucifix, le nom de Rosalie et les noms de Delacroix et Fournier. Quand le nom de la gynécologue résonna, Gaëtan releva brusquement la tête. Sophie Fournier, vous la connaissez. Elle nous a aidés pour l'adoption. Nora ne pouvait pas avoir d'enfant. Nous avons réuni les papiers, passé des commissions, puis une connaissance nous a mis en contact avec elle. En échange d'argent. Il serra le dossier. Nous avons beaucoup payé. On nous a expliqué que c'était pour accélérer les démarches, obtenir des certificats, des avocats, des conseils. Je voulais croire que ce serait plus rapide. Nous avions des papiers. On vous a dit que la mère avait renoncé à elle. Oui, qu'une jeune femme avait accouché, signé les papiers et était partie. Je n'ai signé aucune renonciation. J'étais alitée après une opération. On m'a dit que ma fille était morte. Gaëtan garda le silence un bon moment. Comprenez-vous que vous parlez en ce moment de ma fille, de la nôtre? Le mot lui échappa seul. Il frissonna. Il ne faut pas se précipiter. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Lucie n'est pas un objet que l'on peut rendre avec un reçu. Elle a grandi avec nous. Nous l'avons soignée quand elle était malade. Nous l'avons emmenée à des activités extrascolaires. Nous avons passé des nuits blanches avant ses examens. Ma vie ne peut pas non plus être annulée. Gaëtan tourna la tête vers le pare-brise. Que voulez-vous? La vérité. Un test ADN légal, une enquête à l'hôpital et que Lucie sache qu'elle n'a pas été abandonnée. Elle ne le supportera pas. Moi non plus, je ne l'ai pas supporté. J'ai simplement continué à exister. Nora deviendra folle. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Gaëtan lui rendit la copie. Je dois tout vérifier. Vérifiez-le. Je ne vous demande pas de réponse aujourd'hui. Et s'il vous plaît, ne vous approchez pas encore de Lucie avec ça. Je ne le ferai pas, mais vous accepterez mon numéro. Valérie laissa un papier avec son numéro de téléphone sur le tableau de bord. Valérie descendit. Si je mens, plus rien ne pourra m'aider.
Le soir, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. C'est Valérie Ortiz. La voix féminine était coupante. C'est Nora. Qu'avez-vous raconté à mon mari? Valérie se leva de sa chaise. Ce que je devais raconter à un adulte avant de parler à Lucie. Vous n'avez pas le droit de prononcer son nom. J'essaie de ne pas lui faire de mal. Alors disparaissez de nos vies. Je ne peux pas. Si, vous pouvez. Vous avez vécu 17 ans sans elle. Vous pourrez continuer à vivre. Valérie serra le téléphone contre son oreille. J'ai vécu parce qu'on m'a dit qu'elle était morte et je l'ai élevée depuis qu'elle était en couche. C'est moi qui ne dormais pas quand elle avait de la fièvre. Qui croyez-vous être pour vous présenter maintenant? La femme à qui on l'a volée par ruse. Un silence se fit à l'autre bout de la ligne. C'est ma fille, prononça Nora. Valérie s'effondra sur la chaise. Je sais que vous l'aimez. Vous ne savez rien. Probablement, mais je ne veux pas de guerre. La guerre a déjà commencé. La communication fut coupée. Valérie resta assise le portable à la main et pour la première fois, elle comprit vraiment que Lucie avait une mère, non par le sang, mais par les nuits, les petits déjeuners, les peurs et les anniversaires. Hugues appela 1 heure plus tard. Tu écris des messages très étranges. Je suis fatiguée. Pourquoi es-tu allée en centre-ville aujourd'hui? Valérie resta glacée. Pour des médicaments. Il y a une pharmacie à côté de la maison. Je suis allée à la pharmacie qui est à côté de l'ancien dispensaire. Ils ont le médicament dont j'ai besoin là-bas. Je comprends. Il ne l'avait pas cru. Quand reviens-tu? Demanda-t-elle. Bientôt. Je fais tout mon possible pour conclure les affaires avant. Pourquoi tant de hâte? Tu me manques. Moi aussi. Après la conversation, elle appela immédiatement Leclerc. Hugues m'a demandé pourquoi j'étais allée en centre-ville. Cela signifie qu'il suit mes achats par carte, mon téléphone ou ma voiture. Vérifiez l'accès familial. Éteignez la géolocalisation la nuit, mais sans mouvement brusque. Demain, nous déposons la plainte. Oui. Après l'appel des rivières et la réaction de votre mari, nous ne pouvons plus le retarder. Le lendemain, à 10 heures du matin, Valérie était assise à côté de son avocat au bureau du commissariat de police. L'inspecteur Rémi Bernard les reçut sans sévérité feinte. Quand avez-vous découvert le paquet? Il y a 2 semaines. Pourquoi n'êtes-vous pas venu immédiatement? Mon mari aurait pu détruire les preuves. Il a reçu la plante en premier et a caché la note. La note est-elle conservée? Non. Hugues l'a gardée. Avez-vous pu lire le texte? Non. Bernard prit une note. Où sont les preuves matérielles? En lieu sûr. Prêtes à être remises officiellement. D'accord. Nous ouvrirons une enquête avec l'enregistrement de Rosalie. Nous demanderons les rapports à l'hôpital concernant la famille Rivière. Pas d'action de votre propre chef. Personne ne communique avec un mineur sans ses représentants légaux. Compris? Oui. Le test ADN secret. Valérie se tendit. Leclerc répondit pour elle. Il n'est pas présenté comme preuve d'expertise. C'est seulement la raison pour laquelle nous déposons la plainte. L'inspecteur regarda Valérie. Vous devrez vous armer de patience. Je ne vous informerai pas de chaque étape. Les conversations de votre propre chef avec des médecins, des témoins ou la famille de la jeune fille nuiront à l'affaire. J'ai déjà parlé personnellement avec Gaëtan Rivière et par téléphone avec sa femme. Ne le faites plus. Il ferma le dossier. J'accepte les matériaux. Vous serez dûment informé des prochaines étapes. Dans la rue, Valérie demanda à son avocat. Il l'a cru, un inspecteur de police? Il n'a pas à croire. Son devoir est d'enquêter. Vers le soir, sa belle-mère, Amélie, se présenta sans prévenir. Valérie ouvrit la porte et comprit instantanément. Sa belle-mère n'était pas venue prendre le thé. Elle portait un coûteux costume gris et avait les lèvres serrées en une fine ligne. Hugues n'est pas là, dit Valérie. Je suis venue te voir.
Amélie entra dans le vestibule comme si l'appartement était le sien. Elle s'arrêta devant le salon et regarda la plante. Valérie ferma la porte. À quoi dois-je votre visite? Assez. De quoi? La belle-mère esquissa un sourire de mépris. On m'a informé que tu fouilles à l'hôpital. Des plaintes, des noms anciens, les délires d'une sage-femme mourante. Qui vous a informé? Je conserve encore des amitiés. Les gens respectent ceux qui savent être reconnaissants. Alors la vérité vous a effrayé. Tu étais gravement malade. Tu ne te souviens même pas de la moitié des choses. Mais vous vous souvenez de tout. Je me souviens que mon fils est presque devenu fou à cause de ton état. De mon état ou de l'argent? Le visage d'Amélie se crispa à peine un instant, mais Valérie le remarqua. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Je sais, pour la première fois en 17 ans. La petite a grandi dans une bonne famille. On lui a donné une éducation, un foyer, un nom. Prétends-tu faire irruption dans sa vie et te proclamer sa mère? Avec quel droit? Avec le droit de l'avoir mise au monde. Mettre au monde ne suffit pas. La phrase la frappa avec une froide précision. Valérie ne recula pas. Combien a coûté ma fille? Amélie s'approcha brusquement et la gifla. Le son fut sec, court. L'air trembla dans le salon. Valérie leva lentement la tête. Sa joue brûlait. Sa belle-mère respirait de façon agitée. Tu as toujours été ingrate, siffla Amélie. Hugues s'est occupé de toi après ta sortie de l'hôpital. Il a supporté une chambre vide et les anniversaires douloureux. Et maintenant tu veux tout détruire pour une gamine qui ne te connaît pas du tout. Valérie sortit son portable et alluma l'enregistreur sans le cacher. Répétez. Amélie remarqua l'écran. Tu es devenue folle? Répétez que la jeune fille ne me connaît pas et expliquez-moi comment vous savez de qui je parle. Sa belle-mère recula vers la porte. Tu vas le regretter. Je regrette déjà de vous avoir fait confiance. Lucie te haïra. C'était la première fois que Valérie entendait le nom de sa fille de la bouche d'Amélie, sans qu'elle le lui ait dit, sans avoir besoin de demander. Alors, vous savez comment elle s'appelle? Vous avez surveillé sa vie? Dans le couloir régnait le silence. On n'entendait même pas l'ascenseur de l'autre côté de la porte. Amélie saisit son sac. Hugues arrivera bientôt. Il réglera ça lui-même. Qu'il essaie. Sa belle-mère partit en claquant la porte. Une minute plus tard, Valérie renvoya l'enregistrement à Leclerc. La réponse arriva presque immédiatement. Conservez l'original. Ne le téléchargez nulle part. C'est important. Valérie s'appliqua une serviette humide sur la joue et s'approcha de la fenêtre. En bas, Amélie parlait au téléphone, agitant son bras libre. Le soir, Valérie reçut un message de Gaëtan. Nora n'est pas prête pour une rencontre. Je révise les documents. Je vous prie de ne pas vous approcher de Lucie. Elle écrivit. Je ne m'approcherai pas, mais j'ai déposé une plainte au commissariat. Maintenant, ce n'est plus seulement une conversation privée. Il n'y eut pas de réponse. À 23 heures, une notification de la compagnie aérienne arriva à l'adresse email partagée, billet modifié au nom d'Hugues. Arrivé le lendemain matin. Valérie prépara un sac avec quelques vêtements, des documents et des médicaments. Cependant, elle décida de dormir à la maison. Si elle partait maintenant, Hugues remarquerait que les preuves n'étaient plus dans l'appartement. Si elle restait, elle gagnerait quelques heures. Le matin, elle entendit la clé dans la serrure avant d'avoir eu le temps de se servir du thé. Hugues entra avec sa valise, il ne l'appela pas par son nom, il ne sourit pas. Il portait son manteau sur l'épaule et avait le visage fatigué du voyage. Il laissa ses bagages près du mur et alla directement au salon. Valérie resta sur le seuil de la cuisine. Tu es en avance. J'avais moins de choses à faire que je ne le pensais. Il s'arrêta près de la plante, passa un doigt sur le bord du nouveau pot, puis s'accroupit, toucha la terre près de la tige et tourna lentement la tête. Comment as-tu deviné que la cachette était dans les racines? Demanda Hugues. Je ne t'ai pas montré la note.
Valérie était toujours sur le seuil et vit ses doigts serrer le bord du nouveau pot. Alors, il y avait une note, dit-elle. Hugues se leva. Où est le paquet? Ici. Non, tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es mise. J'ai les idées claires. J'ai enfin vu le bracelet de ma fille. De vieilles ordures, l'enregistrement d'une femme malade, 2 ou 3 choses sans provenance certifiée. Le crucifix, je l'ai acheté moi-même. Je l'ai donné à Rosalie avant l'accouchement et j'ai fait un test ADN avec les cheveux de la jeune fille. Tu as volé la brosse à l'enfant. Tu es folle. Même après l'opération, tu avais des pertes de mémoire. Tu ne te souviens pas de tout? Je me souviens d'avoir demandé à voir mon bébé. Je me souviens que tu m'as dit que ce n'était pas possible. Je me souviens de ta mère près de la fenêtre. Cette fois-là, elle n'a même pas pleuré. Ma mère gardait son sang-froid pour toi. Hier, elle connaissait le nom de Lucie, alors que je ne le lui avais pas dit. Hugues se tourna vers la plante. Ma mère a trop parlé. Tu l'as vue vivante? Il garda le silence. Valérie fit un pas hors de la cuisine. Ses jambes étaient lourdes, mais sa voix ne trembla pas. Réponds. As-tu vu notre fille vivante? Ne commence pas. L'as-tu vue? Hugues frappa le mur de la paume de sa main. Oui, je l'ai vue une fois. 1 minute. Et qu'est-ce que ça change? Valérie s'agrippa au dossier d'une chaise. Tout. Non, rien. À l'époque, ce sont les médecins qui décidaient. Les médecins ou toi? Tu étais alité après l'opération, hémorragie, fièvre, complications. Delacroix a dit que l'enfant était faible et que tu pourrais ne pas t'en remettre. Ma mère disait que si tu la prenais, tu t'effondrerais complètement. Et c'est pour ça que vous l'avez vendue? N'y pense même pas. Pour combien? Hugues s'approcha. J'avais de très grosses dettes. Je me suis ruiné avec les paris sportifs. Ensuite, les créanciers sont allés voir ma mère. Elle avait besoin d'une opération urgente dans une clinique privée. Delacroix nous a offert une porte de sortie. Une porte de sortie? L'enfant a fini dans une famille riche. Les Rivières rêvaient d'avoir un bébé. Ils ont une belle maison, des contacts, de l'argent. Et, oh, tu étais à bout. Si on t'avait remis un nouveau-né malade, tu serais morte avec elle. Tu as décidé pour moi. Nous étions en train de te sauver. Tu étais en train de te sauver toi-même. Hugues laissa échapper un bref rire, empreint de ressentiment. Il est très facile de juger avec le recul des années. À l'époque, de l'autre côté de la porte, il y avait des gens à qui je devais tellement d'argent qu'ils nous auraient mis à la porte avec les meubles. Ma mère aurait pu ne pas survivre à la liste d'attente du système de santé publique et tu étais allongé, branché à des tubes, délirant à propos d'un crucifix. Que me restait-il d'autre? Être humain. Il fut le premier à détourner le regard. Lucie a bien grandi. Ne prononce pas son nom. Tu voulais la vérité. La jeune fille est vivante, en bonne santé, elle étudie, elle a des parents corrects. Que aurais-tu obtenu, toi? Des couches, des hôpitaux, de la dépression et un réfrigérateur vide. J'ai obtenu un berceau vide et un diagnostic de stérilité. Valérie prit le sac qu'elle avait préparé à l'avance. Je vais demander le divorce. Tu n'iras nulle part. Écarte-toi. Il lui barra le passage. L'enregistrement d'une morte tombera en morceaux. Les Rivières embaucheront leurs avocats et te feront passer pour une folle. Lucie te haïra. Dans ces documents, il y a une autre mère et ils lui expliqueront pourquoi. Tu n'es personne pour elle. Je lui ai donné la vie. Tu m'as enlevé la possibilité d'être mère. Hugues saisit la lanière du sac. Elle ne lutta pas, elle sortit simplement son téléphone et composa le numéro de Leclerc. Arthur. Hugues est rentré. Il ne me laisse pas sortir de la maison. Hugues lâcha la lanière aussi vite que s'il s'était brûlé. Le haut-parleur fit entendre la voix de l'avocat. Valérie, mettez le haut-parleur et dirigez-vous vers la porte. Hugues, toute tentative de retenir votre épouse constituera une plainte pénale distincte. Hugues recula.
Va-t'en, mais ne me demande pas ensuite de te défendre des conséquences. Je l'ai déjà demandé, et pas à toi. 1 heure plus tard, Valérie était assise dans l'atelier d'Inès. La boîte avec les preuves reposait sur la table entre des chutes de tissu. Leclerc examina le paquet, la clé USB, les photos, le crucifix et le bracelet. Maintenant, nous allons remettre cela officiellement. Jusqu'à la rédaction du procès-verbal, il est préférable de ne pas trop le toucher. Il m'a avoué qu'il a vu notre fille vivante. Vous l'avez enregistré? Non, je ne pensais qu'à sortir de là. Ce n'est pas grave. Ces paroles finiront par sortir s'il perd le contrôle. Valérie signa la procuration et la plainte. Dans la section du motif, l'avocat écrivit froidement: cessation de la vie commune, perte totale de confiance et impossibilité de vivre ensemble. Le même jour, l'inspecteur Bernard réceptionna les objets en dressant procès-verbal. Je ne vous promets pas de résultat. Il y aura une enquête, lui dit-il. Nous vous contacterons si nécessaire. Hugues le sait déjà, alors prenez soin de vous et ne négociez pas sans votre avocat. Il ne lui dit rien de plus. Dans la salle des archives de l'hôpital Saint-Martin, une employée sortait des boîtes poussiéreuses les anciens registres de maternité. Bernard, accompagné d'un témoin impartial, tournait les pages avec des gants. Dans une colonne, à côté du nom Ortiz, figurait « Fille, poids 3 kg ». Sur la page suivante, écrite d'une autre écriture, apparaissait la note de décès. La signature du docteur Fournier était tracée sur une correction. Thérèse Martel vint témoigner 2 jours plus tard. Je ne peux plus dormir, dit-elle à la porte du bureau. Thérèse parla à voix basse. L'enfant est née vivante. Le docteur Fournier l'a emmenée dans un box isolé. Delacroix a ordonné de réécrire le registre. Amélie est arrivée tôt le matin. Hugues était près de la sortie de service. Avez-vous reçu de l'argent? Demanda l'inspecteur. On m'a menacé. On m'a dit qu'on me licencierait et qu'on m'accuserait de la mort du bébé. Thérèse signa sa déclaration et éclata en sanglots dans le couloir. Le docteur Sophie Fournier fut retrouvée dans une clinique privée. Dans les dates de son ancien agenda figuraient les initiales B, O, H, M, J, R et N, C, à côté des sommes d'argent et le mot intermédiaire. Lorsqu'elle apprit la déclaration de Thérèse, son ancienne assurance s'évanouit. Delacroix décidait de tout, dit-elle. Je traitais la partie médicale. La famille qui a emmené l'enfant croyait qu'elle payait pour accélérer le processus d'adoption. Personne ne leur a parlé de la mère biologique. Et le mari le savait et sa mère aussi, ils sont venus de leur plein gré. À ce moment-là, chez les Rivières, on parlait à voix basse. Nora était assise sur le canapé, serrant contre sa poitrine l'album avec les photos de l'enfance de Lucie. Il y a la signature de Fournier, dit son mari, et le certificat de renonciation de la mère. Je l'ai vu. Tu l'as cru parce que tu voulais le croire. Toi aussi. N'ose pas me blâmer. J'essaie juste de comprendre comment nous n'avons pas posé plus de questions. Nora ferma l'album. Parce qu'on nous a dit que si nous hésitions, il donnerait le bébé à d'autres. Il faut le dire à Lucie. Elle ne la prendra pas par des étrangers. Je suis sa mère. Précisément pour cela, tu n'as pas le droit de lui mentir. La conversation avec Lucie eut lieu le même après-midi. La jeune fille venait d'arriver de l'école de design. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle. Gaëtan s'assit en face d'elle. Une femme est apparue. Elle croit qu'elle pourrait être ta mère biologique. Quoi? Nora éclata en sanglots avant de pouvoir s'expliquer. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Nous ne le savions pas, dit Gaëtan. On nous a informé qu'on avait renoncé à toi. Les papiers étaient en règle. Nous l'avons cru. Lucie retira brusquement sa main. Vous êtes en train de me dire que je ne suis pas votre fille? Tu es notre fille. Nora tenta de la rejoindre. Tu l'as toujours été. Alors pourquoi me dites-vous cela? Parce qu'il y a une enquête. L'hôpital, de vieux papiers. Il est possible qu'il y ait eu un crime. Lucie se leva d'un bond. Je ne veux pas entendre ça.
Chérie, ne m'appelle pas comme ça maintenant. Qui est cette femme? Valérie Ortiz. Elle est venue nous voir. Moi, avoua le père. Pas toi. Donc, vous en discutiez dans mon dos? Nous essayons de te protéger. Ils disent toujours la même chose quand ils mentent. Lucie monta les escaliers en courant et s'enferma dans sa chambre. Le lendemain, Valérie écrivit une lettre à la main. Lucie, je ne te demande pas de me choisir. Tu as les personnes qui t'ont élevée. Je veux juste que tu saches que je ne t'ai pas abandonnée. On m'a dit que tu étais morte. Pendant 17 ans, je suis allée à l'endroit où on m'a dit que tu avais été enterrée. J'ai apporté des fleurs à une personne qui n'était pas là. Elle voulut remettre la lettre par l'intermédiaire de Gaëtan, mais Leclerc l'arrêta. Il est encore trop tôt. Laissez les rivières choisir le bon moment. Actuellement, tout papier sera interprété comme une pression. Valérie rangea l'enveloppe dans son sac. Hugues, de son côté, n'avait pas l'intention d'attendre. Gaëtan le vit à l'entrée du cabinet le lundi matin. Nous devons parler, dit Hugues. Dans la salle de réunion, Hugues posa son portable sur la table. Valérie est instable. Après l'accouchement, elle a subi de graves séquelles. Maintenant, elle a trouvé un enregistrement et a décidé que sa fille est son bébé. Elle a montré des objets, mais les choses peuvent être falsifiées. Elle a volé la brosse à Lucie. Le visage de Gaëtan ne changea pas. Comment savez-vous pour la brosse? Hugues garda le silence une fraction de seconde. Elle me l'a dit elle-même. Elle ne me l'a pas dit. C'est peut-être qu'elle avait honte? Saviez-vous que l'enfant était vivante? Je savais que les médecins avaient pris une décision. N'esquivez pas la réponse. Hugues se leva. Nous avons tous pris une décision. Alors vous avez eu une fille. Nous avons eu la possibilité de survivre. Votre famille a été heureuse pendant 17 ans. Pourquoi ruiner la vie de la jeune fille maintenant? Gaëtan se leva. Merci. Pourquoi? Pour avoir répondu. Hugues réalisa trop tard. J'ai dit ce qu'il ne fallait pas. Vous avez dit assez. Partez. Valérie détruira votre famille. Vous avez déjà tenté de la détruire et vous ne vous en sortirez plus. Le même après-midi, Gaëtan écrivit à Valérie. Lucie est prête à vous voir seulement si nous sommes présents et aussi son avocat. Demain à 18h sans pression. Le lendemain, Valérie se rendit à une consultation neutre d'un centre psychologique suggéré par les Rivières. Sur ses genoux reposait l'enveloppe avec la lettre et une petite boîte avec le crucifix. La porte s'ouvrit à 18h précise. Lucie entra la première. Elle portait un sweatshirt noir, les cheveux attachés derrière les oreilles et le menton haut. Derrière elle, Nora et Gaëtan. Valérie se leva, mais ne fit pas un pas. Bonjour. Bonjour, répondit Lucie à voix basse. La psychologue rappela les règles. Personne n'interrompt, personne n'exige de décision. La conversation peut être arrêtée à tout moment. Lucie regarda Valérie. C'est vous qui me suiviez près de la faculté? Oui. Et vous avez aussi volé ma brosse. Nora se tourna brusquement vers elle. Quoi? Oui, dit Valérie. J'ai mal agi. J'avais besoin de comprendre si je devenais folle. Ce n'est pas une excuse. Croyez-vous qu'après cela, je dois vous faire confiance? Non, tu n'as pas à le faire. Lucie resta déconcertée. Elle s'attendait apparemment à des supplications, des larmes ou des justifications. Alors, pourquoi êtes-vous venue? Valérie ouvrit la petite boîte et posa le crucifix sur la table. C'est à toi. Je l'ai donné à la sage-femme avant l'accouchement. Je lui ai demandé de te le mettre à la naissance. Ensuite, on m'a dit que tu n'étais plus là. Lucie regardait le crucifix sans ciller. Je n'ai pas besoin que tu me choisisses, dit Valérie. Je ne suis pas venue pour te prendre à ta famille. Je suis venue pour te dire que je ne t'ai pas abandonné et que j'attendais ta naissance avec beaucoup d'enthousiasme. Nora sanglota à voix basse. Lucie prit le crucifix avec 2 doigts comme s'il pouvait la brûler. Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché avant?
Parce que je croyais ceux qui étaient à mes côtés, ton père biologique, les médecins, ma belle-mère. Ils m'ont montré les documents. Ils ne m'ont pas laissé voir le corps. Je venais de subir un accouchement très difficile et une grave opération. Ensuite, on m'a dit que je ne pourrais plus avoir d'enfant. Et maintenant? Maintenant, il y aura une enquête officielle. Si un jour tu veux connaître la vérité par toi-même, je serai là. Si tu ne veux pas, je n'essaierai pas de forcer la porte fermée. Lucie serra le crucifix. Je ne sais pas qui vous êtes. Valérie prononça les mots suivants avec difficulté. Je suis une femme qui, pendant 17 ans, a cru avoir enterré sa fille et aujourd'hui, je lui parle vivante pour la première fois. Personne ne bougea dans la pièce. Soudain, Lucie se couvrit le visage de ses mains. Le crucifix était toujours serré entre ses doigts. Nora tenta de l'embrasser, mais la jeune fille s'écarta. Ne me touche pas, s'il te plaît. La jeune fille baissa les mains. Elle avait des larmes sur les joues, mais sa voix restait ferme. Je garderai le crucifix, mais pour l'instant, cela ne signifie pas que je vous crois. Très bien. Lucie se leva. Je dois rentrer à la maison. Avant de partir, elle se tourna. Cette lettre est pour moi? Valérie resta immobile. Oui. Donnez-la à papa. Valérie tendit l'enveloppe à Gaëtan. Il la prit délicatement, sans hostilité. Quand la porte se ferma, le clerc se leva. Vous avez tenu bon. Valérie regarda la chaise vide de Lucie. Non, dit-elle. Elle a tenu bon. Je me suis juste efforcée de ne pas gâcher les choses. Lucie accepta de se soumettre à un test ADN officiel, non pas immédiatement, mais 12 jours après la rencontre, quand le crucifix cessa d'être rangé dans la boîte et apparut à son cou. Valérie ne l'apprit pas par l'enquêteur. L'inspecteur Bernard ne lui communiquait rien qui ne fût strictement nécessaire, comme il l'avait prévenu. L'appel vint de Gaëtan Rivière. Elle est prête, dit-il d'une voix sourde. Mais seulement avec nous présents et sans Hugues. Valérie était assise près de la fenêtre dans l'atelier d'Inès. Après avoir quitté l'appartement, elle s'était installée temporairement dans une petite pièce derrière les étagères, où il y avait un canapé et où l'on sentait les tissus, le fer à repasser à vapeur et le café. Je ne vais pas m'immiscer dans cette famille ni monter la fille contre eux, dit-elle à son amie. Elle a peur. Inès hocha la tête. Moi aussi. Nora craint de perdre sa fille. Valérie passa le doigt sur le bord de sa tasse. Je ne vais pas arracher Lucie, je le sais. Le jour désigné, ils se rencontrèrent dans un centre médical. Le couloir était éclairé, trop propre pour tant de malheur. Lucie était assise entre Nora et Gaëtan, serrant la manche de son sweatshirt. À son cou brillait le crucifix. Valérie le vit et détourna le regard instantanément pour que la jeune fille ne se sente pas sous pression. Bonjour, dit Lucie. Bonjour. L'infirmière les appela par leur nom de famille. La prise d'échantillons ne dura que quelques minutes. Documents, signature des représentants légaux et écouvillons scellés. Tout se déroula calmement, presque comme une formalité de plus. À la sortie, Lucie s'arrêta devant un distributeur d'eau et, si le résultat est différent, Valérie se tourna vers elle. Alors je demanderai pardon et je partirai. Et si ça se confirme? Alors rien ne changera. À moins que tu ne le désires. Ça n'arrive pas dans la vie réelle. Ça arrive si pour une fois, les adultes ne pensent pas qu'à eux-mêmes. La jeune fille prit son verre d'eau, mais ne put le boire. J'ai lu la lettre. Vous alliez vraiment à la tombe? Oui, il y a quelqu'un d'enterré là-bas. Je ne sais pas. Lucie pâlit. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû demander. Tu as le droit de demander ce que tu veux. Je ne sais pas encore si je veux savoir les réponses. La jeune fille partit avec Gaëtan tandis que Valérie restait près de la machine, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'on ne la rejetait pas. Lucie lui parlait. Le tribunal reçut les résultats de l'expertise quelques semaines plus tard. Valérie fut officiellement convoquée pour prendre connaissance des conclusions en ce qui concernait sa condition de victime. Bernard parla avec sobriété.
La maternité biologique est confirmée. Elle hocha la tête. Il n'y eut pas de larmes. Après le test secret, la tante avait déjà épuisé toute émotion qui aurait pu déborder. Que va-t-il se passer maintenant? L'enquête continue. Nous ne pouvons pas révéler les détails de l'investigation. Je comprends. Votre mari a été interrogé. Vous serez informé en temps voulu des prochaines résolutions. L'audience de divorce fut fixée pour la fin du mois. Hugues vint avec son avocat et sa mère. Amélie se tenait droite comme si elle n'entrait pas dans une salle de justice, mais chez quelqu'un d'inférieur à elle. Y a-t-il une volonté de conciliation? Demanda la juge. Non, répondit Valérie. Hugues leva les yeux. Mon épouse agit sous l'influence de tiers. Il est encore possible de sauver la famille. Valérie le regarda pour la première fois de la matinée. On ne peut pas sauver une famille après avoir vendu une fille. La juge fit une mise en garde sur l'utilisation des termes et ramena l'attention sur l'affaire principale. Leclerc parla calmement. Cessation de la vie commune, perte de confiance, séparation de fait, impossibilité de réconciliation. Les questions patrimoniales seraient résolues séparément. Le jugement de divorce fut prononcé après une suspension. À la porte, Amélie lui demanda à voix basse, « Crois-tu que tu as gagné ?» Non, mais Lucie vivra libre de vos mensonges. Elle ne t'appellera jamais mère. C'est quelque chose que seule elle doit décider. Le processus pénal suivit son cours sans qu'elle ait à intervenir dans chaque détail. Valérie ne savait que ce qu'on lui communiquait officiellement ou par l'intermédiaire de son avocat. En revanche, Bernard reconstruisait cette vieille vérité. Aux archives de l'hôpital, les experts analysèrent les registres. La note sur une enfant née vivante était faite avec un type de stylo. La note de décès apparut ensuite avec une autre pression dans le trait et une erreur dans le numéro de box. Dans le registre des sorties de cadavres, il ne figurait aucune entrée correspondant au cas. On trouva au docteur Sophie Fournier un agenda avec des initiales, des dates et des sommes d'argent. À côté de la note sur la chambre figurait le nom d'Amélie et l'abréviation d'Hugues. Fournier craignait que Delacroix ne la rende la seule coupable, alors elle déclara contre lui. Elle raconta que la remise du bébé s'était faite par la sortie de service au petit matin et confirma la rencontre entre Hugues et Amélie. Delacroix tint bon un peu plus longtemps, mais l'enregistrement de Rosalie, les registres et une confrontation démontèrent sa défense. Au début, Hugues se contentait de répéter qu'il ne comprenait rien. Puis, il ne put expliquer pourquoi il avait caché la note attachée à la plante remise à Valérie, ni comment il connaissait le nom de Lucie Rivière avant que quiconque ne le vérifie. Amélie tenta de présenter le crime comme une œuvre de charité. Mon fils sombrait dans les dettes. Valérie n'avait presque aucune conscience. Les Rivières ont donné à la petite une vie digne. L'argent, vous l'avez reçu, lui demanda l'inspecteur. Nous avons reçu de l'aide en échange du bébé, en échange de la résolution d'un problème. La phrase fut consignée dans le procès-verbal. Plus tard, Leclerc ne fit qu'un commentaire à Valérie. Elle vient de démontrer elle-même ce qu'elle considérait que Lucie était, une marchandise. Les Rivières géraient leur propre jugement intérieur, sans estrade ni magistrat. Pendant quelques jours, Nora ne quitta pas Lucie des yeux, mais elle réalisa ensuite que cela ne faisait que l'étouffer davantage. J'ai peur de me réveiller un jour et que tu sois partie avec elle, avoua-t-elle une nuit dans la cuisine. Lucie était assise à table et tournait sa cuillère dans sa tasse. Je ne suis pas un objet, maman. Nora frissonna. Tu m'as appelée maman? Elle était fâchée, mais tu restes ma mère. Nora se couvrit le visage de ses mains. J'aurais dû vérifier. Vous vouliez me ramener à la maison avec vous. Je suppose que c'est pour ça que vous l'avez cru. Gaëtan entra en silence, déposa un plat de biscuits sur la table et s'assit à ses côtés. Personne n'essaie de te diviser, Lucie. Nous resterons à tes côtés, même si tu décides de garder contact avec Valérie. Et si je ne veux pas? Alors tu ne voudras pas. Et si je veux, mais que je change d'avis ensuite? Alors tu changeras d'avis. La jeune fille observa ses parents un long moment, puis demanda, puis-je lui écrire moi-même? Le message arriva très tard à Valérie. C'est Lucie.
Je ne sais pas trop quoi dire. J'ai le crucifix, la lettre aussi. Pour l'instant, c'est tout. Valérie lut ces brèves lignes si longtemps que l'écran s'éteignit. Elle ne répondit pas immédiatement. Merci de m'avoir écrit. Je suis là. Je ne t'exige rien. 2 jours plus tard, Lucie lui envoya la photo d'un chaton. Une petite boule grise reposait à côté d'une chatte tigrée. Ma chatte a eu des petits. C'est la plus bruyante. Valérie sourit pour la première fois depuis de nombreuses semaines. Donc, elle a du caractère. Elle s'appelle Vita. Quel joli nom. La conversation avançait par à-coups. Parfois, Lucie disparaissait pendant une semaine entière. D'autres fois, elle lui posait des questions à minuit. Comment étais-je à la naissance? Valérie resta un bon moment à réfléchir à la réponse. J'ai à peine eu le temps de te voir. Je me souviens de ton poids dans le rapport. Je me souviens des pleurs derrière le paravent. Je me souviens de ton petit talon quand on t'emmenait. Après, seulement le vide. Lucie ne répondit que le lendemain matin. Je suis vraiment désolée. Valérie lui écrivit. Tu n'as pas à demander pardon. Au début de l'hiver, eut lieu l'audience préliminaire du procès pénal. Valérie y assista accompagnée de Leclerc. Dans les couloirs du palais de justice, Hugues semblait plus mince. Amélie portait son sac à son bras et avait le regard perdu au-dessus des têtes des autres. Delacroix était assis sur un autre banc avec son avocat, feuilletant des documents. Sophie Fournier ne levait pas la tête. Un tribunal pouvait dicter qui étaient les coupables, imposer des peines, statuer quels documents étaient faux et certifier les sommes d'argent perçues. Mais il ne lui rendrait pas les premiers pas, le premier mot, le premier jour d'école, les rhumes ni les dessins d'enfants sur un blog. L'audience ne dura pas longtemps. Les expressions « remise illégale d'un mineur », falsification de documents, perception d'argent illicite et dissimulation d'origine biologique résonnaient froidement dans la salle. Derrière chacune d'elles, il y avait des vies brisées. Lorsque la juge lut le verdict, Hugues ne réalisa pas tout de suite qu'il ne sortirait plus de là par ses propres moyens. Son visage ne se décomposa qu'après avoir entendu la phrase « peine de prison effective et incarcération ». Un agent de la police nationale s'approcha de lui. Delacroix baissa la tête. Fournier porta la main à sa bouche. Amélie s'accrocha à son sac, mais pour la première fois, elle resta sans voix. Hugues se tourna vers Valérie depuis le banc des accusés. « Es-tu contente ?» Leclerc fit mine de répondre, mais elle l'arrêta du regard. « Non. »« Alors, pourquoi tout ça ?»« Pour que personne n'appelle plus jamais un mensonge, salut, Lucie ne sera pas à toi non plus. Ce n'est pas un trophée. » L'agent ordonna à Hugues d'avancer. Il esquissa un sourire haineux, mais n'osa pas répliquer. Tu as toujours su faire la sainte pendant que les autres souffraient. Valérie regarda la personne qu'elle attendait autrefois avec enthousiasme de ses voyages d'affaires, celle qu'elle soignait quand il était malade, celle qu'elle félicitait pour ses anniversaires, celle qu'elle considérait comme son soutien. Maintenant, elle avait devant elle un homme effrayé qui n'avait pas protégé sa famille, mais seulement sa propre version du passé. « Je souffre depuis 17 ans à cause de toi, dit-elle. C'est assez. » Amélie tenta de s'approcher de son fils, mais le fonctionnaire la retint. Hugues fut emmené avec les médecins par la porte latérale. Plus tard, une fois la sentence devenue définitive, ils seraient transférés pour purger leur peine. Après le procès, Valérie retourna à l'appartement, là où le pot s'était brisé. Hugues avait réussi à emporter certaines de ses affaires chez sa mère par l'intermédiaire de son avocat avant le verdict. Il restait le vide des livres sur l'étagère, un rasoir oublié dans la salle de bain, sa tasse dans la cuisine. Valérie réunit tous les restes étrangers dans une boîte et les sortit à la porte. La plante était toujours près de la fenêtre. Les feuilles s'étaient redressées et une nouvelle pousse apparaissait. Elle arrosa la terre, nettoya le rebord de la fenêtre et pour la première fois ne frissonna pas en la voyant. « Nous nous en sortirons, dit-elle à voix basse. » L'appartement lui répondit par le silence, mais ce silence n'était plus le même. Il ne cachait plus une enfant, on ne murmurait plus derrière son dos, on n'effaçait plus la mémoire. Plusieurs mois passèrent.
Au début, Lucie venait accompagnée par Nora. Elle s'asseyait dans la cuisine, buvait du thé à petites gorgées et feuilletait de vieilles photos de Valérie avant la grossesse. Nora gardait une attitude tendue, mais un jour elle apporta un gâteau. « Je suis nulle en pâtisserie, dit-elle. Mais Lucie aime ça. » Valérie reçut le gâteau à 2 mains. « Merci. » Elles ne devinrent pas des amies intimes. Cela aurait été faux. Mais elles cessèrent de se voir comme des ennemies. Entre elles se trouvait une fille que les deux aimaient et chacune apprenait à ne pas la forcer à prendre parti. Gaëtan aida Valérie à obtenir des copies des documents après la reconnaissance légale de la maternité. Un jour à la porte, il lui dit « Je ne le savais pas, mais c'était mon devoir de vérifier. » « J'ai aussi péché en croyant trop longtemps, répondit Valérie. Peu à peu, Lucie commença à rester seule avec elle. D'abord 15 minutes, puis 1 heure entière. Un jour, elle apporta son carnet de dessin. Sur la dernière page, il y avait un croquis au crayon, une femme penchée à la fenêtre et un grand pot. Ce n'est pas un portrait, s'empressa de préciser la jeune fille. C'est juste une étude de composition. Je comprends. C'est un très beau dessin. Lucie rougit et tourna la page. Vers la fin de l'hiver. Elle vint la voir seule. Elle appela à l'avance, mais sa voix était si étrange que Valérie passa la journée entière à errer dans l'appartement, changeant les tasses de place. À 19h, la sonnette retentit. Sur le seuil se trouvait Lucie avec une caisse de transport. À l'intérieur, quelque chose miaula faiblement. Bien sûr que oui. La jeune fille entra et laissa la caisse de transport dans le vestibule. Ma chatte a eu des chatons il y a quelques mois. Presque tous ont été adoptés, mais celui-ci ne trouvait pas de maison. C'est le plus bruyant et il se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas. Valérie s'accroupit. Depuis la caisse de transport, un chaton gris avec une petite tache blanche sur le museau la regardait. Une petite patte frappa la grille. Comment as-tu dit qu'il s'appelait ? Vita. Et j'ai pensé que... Lucie hésita. J'ai pensé que dans cette maison, il y a trop de silence. Valérie ouvrit délicatement la petite porte. Le chaton sortit de côté, laissa échapper un petit souffle et resta immobile. Bonjour, Vita. C'est une femelle, mais elle a un complexe de chef. Nous nous mettrons d'accord. Lucie enleva sa veste. Pour la première fois, elle le fit sans qu'on le lui demande. Elle passa au salon et s'arrêta près de la plante. C'est ça la plante ? Oui, je pensais que vous l'auriez jetée. Non, la plante n'a rien à voir là-dedans. La jeune fille caressa une feuille. C'est étrange. Tout a commencé par elle. À cause d'elle, tout a cessé d'être un mensonge. Vita arriva au salon, glissa de manière comique et s'installa sur le tapis. Sa petite queue vibrait en se donnant de l'importance. Lucie regarda le chaton, puis Valérie. Je ne sais pas encore comment l'appeler. Valérie ne bougea pas. Tu n'as pas besoin de décider maintenant, mais je veux essayer de la connaître petit à petit. Ces mots résonnèrent à voix basse, sans grande promesse, et pourtant, il y avait tant plus de vie que dans tous les documents légaux que Valérie avait passé des mois à rassembler. Nous avons tout le temps, dit-elle. Lucie hocha la tête et s'assit sur le canapé. Vous me faites un thé ? Bien sûr. Valérie alla à la cuisine et alluma la bouilloire. Ses mains ne tremblaient plus. Derrière la fenêtre, la nuit tombait. Sur le tapis, Vita s'était endormie. Dans la cuisine étaient assises une mère et une fille, unies par le sang, la séparation et une espérance prudente. Entre elles subsistaient encore des années perdues que personne ne pourrait leur rendre. Mais pour la première fois, ces années ne s'élevaient plus comme un mur infranchissable. Elles étaient devenues un chemin pour avancer l'une vers l'autre sans hâte et sans exiger l'impossible.